Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette vidéo, nous allons commencer le chapitre 3 sur l'insertion des normes externes dans l'ordre interne. Chapitre 3, l'insertion des normes externes dans l'ordre interne. De quoi s'agit-il? Nous avons vu jusqu'à maintenant la pyramide des normes françaises. En la simplifiant, puisque on a fait comme si, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de droit international et il n'y avait pas de droit européen. On a donc une hiérarchie où, qu'avons-nous démontré? Nous avons un bloc de constitutionnalité. En dessous de ce bloc de constitutionnalité, nous avons des lois, elles-mêmes hiérarchisées, nous l'avions vu. Puis, en dessous des lois, nous avions les principes généraux du droit. Et en dessous des principes généraux du droit, nous avions les actes administratifs avec, là encore, une hiérarchie entre eux. C'est un peu exagéré de ne pas aborder le droit international et européen. Et il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit. L'acte européen est en fait lui-même inséré dans un ordre juridique. Et qu'avons-nous dit pour simplifier? Un ordre juridique, en fait, c'est en soi déjà une pyramide, une hiérarchie. En fait, si on regarde le droit européen, puisqu'il est un ordre juridique, il a lui-même en haut quelque chose, c'est le traité. Le TFUE est l'équivalent de la Constitution dans notre hiérarchie à nous. Et en dessous de ce TFUE, il a deux types d'actes dérivés, comme on les appelle, vous le savez, des actes dérivés que sont les règlements et les directives. Vous voyez bien qu'on a une pyramide, là je l'ai simplifié, il y a d'autres actes en droit européen que vous voyez dans ce cours-là, mais vous voyez qu'il y a une autre pyramide. La question se reproduit au droit international. Le droit international est constitué de traités qui eux-mêmes parfois créent des organisations internationales, et ces organisations internationales, type l'ONU par exemple, eh bien eux-mêmes prennent des actes. Vous voyez comme chaque ordre juridique peut être symbolisé, simplifié par une pyramide propre. La question qui va se poser à nous, c'est de se dire, mais au fond, ces actes internationaux, ces actes européens, ils rentrent dans notre droit français. Et on les applique d'une manière ou d'une autre en France. Et donc, comment est-ce que cela va-t-il se passer? Comment on va retrouver dans notre pyramide des normes l'ordre européen ou l'ordre international? Comment les règles issues de ces ordres-là vont s'insérer dans notre ordre interne? On va voir le principe d'un État dualiste comme le nôtre. État dualiste fondé sur l'article 55 de la Constitution. Puis, nous verrons les conséquences de l'absence d'un contrôle de conventionnalité obligatoire des lois sur la façon dont le droit international général s'insère dans le droit français. Contrôle de conventionnalité, je vous le rappelle, c'est le contrôle d'un texte par rapport aux conventions internationales par rapport au droit international. Contrôle de constitutionnalité, c'est le contrôle d'un texte par rapport à la Constitution. Contrôle de conventionnalité, c'est un barbarisme juridique, c'est le contrôle d'un texte par rapport aux conventions internationales. Enfin, nous verrons le cas particulier du droit de l'Union européenne et du contrôle des actes administratifs lorsque il y a du droit européen qui a notamment été à l'origine de la création du droit qui est en dessous du droit administratif. Je vous propose d'aborder tout de suite notre section première. Section première, la Constitution, le traité et la loi, virgule, monisme et dualisme appliqués. Section première, la Constitution, le traité et la loi, monisme et dualisme appliqués. Je vais d'abord devoir vous expliquer ce que c'est que le monisme et le dualisme, en simplifiant, et même si vous le faites en droit international. Et puis dans un paragraphe 2, nous verrons l'article 55 de la Constitution de la Ve République qui fonde notre droit français. Paragraphe 1er, monisme et dualisme. Paragraphe 1er, monisme et dualisme. Le système d'insertion du droit international dans les droits internes
fait l'objet de deux théories. Deux théories, le monisme et le dualisme. Qu'est-ce que c'est que le monisme? Le monisme consiste à ce que, dans un ordre juridique qui est moniste, tous les textes internationaux sont insérés dans l'ordre interne immédiatement. De fait, le monisme considère qu'il n'y a qu'un seul ordre juridique, qu'il n'y en a pas vraiment un autre, et que quand un État fait partie d'une convention internationale, eh bien, cette convention internationale rentre dans le droit de l'État. La deuxième théorie est la théorie dualiste. Théorie dualiste qui envisage les choses un peu différemment et de manière plus complexe. Que dit cette théorie? Elle dit, pour que le droit externe, international, mais que l'on peut étendre au droit européen, pour que le droit international externe rentre dans un ordre interne, eh bien, il faut correspondre à des mécanismes internes. C'est-à-dire qu'une constitution qui prévoit une procédure pour que le droit international rentre dans son droit est une constitution dualiste. La constitution moniste ne prévoit rien de spécial. Alors, qu'en est-il en France? Qu'en est-il en France? Eh bien, c'est tout le rôle de l'article 55 de la Constitution. Paragraphe 2e, l'article 55 de la Constitution de la Ve République. Paragraphe 2e, l'article 55 de la Constitution de la Ve République. Voyons d'abord dans un grand A la fixation de la place des traités dans l'ordre interne. Grand A, la fixation de la place des traités dans l'ordre interne. C'est le but de l'article 55. Que nous dit-il? Je vais vous le dire. L'article 55 nous dit « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, virgule, dès leur publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de leur application par l'autre partie. » Alors, la procédure mise en place apparaît comme spécialement simple. Il faut qu'un traité soit ratifié ou approuvé, il faut qu'il soit publié, c'est le point de départ, et il faut qu'il soit appliqué par l'autre partie pour pouvoir rentrer dans l'ordre interne. Les internationalistes, les professeurs de droit international, vont considérer que cette situation est tellement simple que nous ne sommes pas vraiment dans du dualisme. Pour les spécialistes de droit international, nous sommes dans un État moniste. Les administrativistes, les internistes, ne vont pas avoir la même vision des choses. En tout cas, une partie d'entre eux, en tout cas moi. Je considère, comme bien d'autres, que le fait de devoir ratifier ou approuver un traité, le fait de devoir le publier dans l'ordre interne, et le fait de vérifier l'application par l'autre partie, constituent trois procédures qui font de la France un État dualiste. Un État dualiste, puisqu'il y a une procédure permettant de faire rentrer le droit externe dans le droit interne. Alors, cette situation fait l'objet de controverses. Il y a un article très intéressant paru dans Europe, la revue, il y a une revue qui s'appelle Europe en 1999, le numéro 3 de 1999, un article de Denis Simon qui s'appelle L'arrêt Saran, un arrêt que nous verrons plus tard, l'arrêt Saran, dualisme incompressible ou monisme inversé, qui travaille sur ces questions de qualification de monisme ou dualisme. Je répète, l'arrêt Saran, dualisme incompressible ou monisme inversé. On a donc une grande différence entre le droit interne et le droit international. Le droit international estime qu'il prime sur les droits internes et que on ne peut pas lui opposer une disposition interne pour sa non-exécution. Le droit international, en réalité, est moniste. Il considère que, quoi qu'il arrive, il s'impose. Notamment aux États qui ont ratifié, au moins ça. Donc, pour lui, quand un État a ratifié un traité, quand il a accepté le droit international, eh bien, que se passe-t-il? Nécessairement, le droit international doit primer. Et lorsqu'un État lui dit « Ah bah oui, j'ai bien signé le traité, mais figurez-vous que j'ai dans ma constitution une règle qui me dit que je ne peux pas. » Le droit international dit « Je m'en fiche complètement. Pour moi, droit international, votre constitution est
inférieur. Pour nous, qu'est-ce que cela voudrait dire sur la pyramide des normes? Cela veut dire que si on fait notre pyramide, dans la vision du droit international, on a le droit international au-dessus de la Constitution. Cette position, elle a été rappelée par des instances internationales, et notamment par la Cour internationale de justice, la CIJ. La CIJ a rendu un avis le 26 avril 1988, avis de la CIJ du 26 avril 1988, accord de siège États-Unis-ONU. Accord de siège États-Unis-ONU. Pour la petite anecdote, l'accord de siège États-Unis-ONU, c'est la convention internationale qui permet que le siège de l'ONU soit aux États-Unis. Il fallait bien qu'il y ait un pays qui réceptionne le siège de l'organisation internationale. Et donc l'accord de siège États-Unis-ONU, c'est là ce qui fait que le siège de l'ONU est aux États-Unis et notamment à New York. Alors, que nous dit cet avis de la CIJ? Il nous dit, je cite, qu'il existe un principe fondamental de prééminence du droit international sur le droit interne. Un principe fondamental de prééminence du droit international sur le droit interne. Que faire? Est-ce que les droits internes se couchent et disent bah oui, d'accord. Lorsqu'on signe un traité, eh bien, dès qu'on signe un traité, il va au-dessus de notre constitution? Pas du tout. Ça n'est pas du tout ce que disent une grande partie des États dans le monde, et notamment la France. Que nous dit la France? Que dit la Constitution française? Eh bien, la Constitution française prévoit, dans son article 55, la place du droit international. Que nous dit-il? Vous l'avez noté? Il nous dit que le droit international a une autorité supérieure à la loi. Autorité supérieure à la loi. On voit bien où on peut mettre le droit international. Au-dessus des lois, et notamment dans notre hiérarchie, au-dessus de la loi la plus importante, c'est-à-dire au-dessus de la loi organique. Très bien. Mais cela ne nous dit pas du tout où c'est par rapport à la Constitution. Et on peut se poser la question, est-ce que cela voudrait dire que c'est au-dessus de la loi, mais en dessous de la Constitution? Ou est-ce que ça veut dire que c'est au-dessus de la loi et au-dessus aussi de la Constitution? La logique serait de dire que, ben non, si on dit au-dessus de la loi, c'est que c'est juste au-dessus de la loi. Et effectivement, c'est comme ça que nous interprétons notre droit interne, notre article 55. Le droit international est donc au-dessus de la loi, supra-législatif, mais en dessous de la Constitution, c'est-à-dire infra-constitutionnel. Le droit international est supra-législatif et infra-constitutionnel. D'ailleurs, nous avons une preuve que cette interprétation est la bonne. L'article 55 lui-même dit que pour rentrer dans notre ordre juridique, le droit international doit respecter des formes. Quelles formes? La ratification. La ratification est une forme prévue par la Constitution pour le droit international. C'est donc bien que si on peut imposer une forme, c'est que la règle est en dessous. Et puis, la réciprocité, le fait que l'autre partie applique bien le traité, et puis l'approbation, puisqu'il faut une publication de ce traité dans le journal officiel de la République française. Donc, vous voyez que si la Constitution prévoit que pour rentrer en vigueur, le traité doit respecter les formes de la Constitution, c'est bien qu'effectivement la Constitution est au-dessus du traité. Comment résout-on un conflit quand le droit international dit « je suis au-dessus de vous » et que la Constitution répond « non, le droit national est bien dans mon ordre juridique, mais en dessous de moi, Constitution ». Eh bien, en fait, l'État ne fait qu'engager sa responsabilité internationale. Il y a un principe international qui s'applique, un principe du droit international qui s'applique pacta sunt servanda. Principe en latin, pacta sunt servanda, ça veut dire on doit respecter nos accords, nos pactes. Le pacte doit être servanda respecté. D'accord? Donc, au vu de la règle pacta sunt servanda, lorsque un État signe un traité, il est censé le respecter. Et s'il ne respecte pas à cause d'une disposition constitutionnelle, en quelque sorte, eh bien, il va engager sa responsabilité internationale. Est-ce que ça veut dire qu'il va devoir payer? Parfois. Parfois, s'il y a des dommages qui vont être causés financiers, eh bien,
en allant devant une cour internationale, comme par exemple la Cour internationale de justice, eh bien la Cour internationale peut condamner un État à payer. Mais bien souvent, il s'agit d'une sanction de légitimité. Le pays qui ne respecterait pas ces traités internationaux, eh bien, ne va plus être légitime lorsqu'il va signer des traités internationaux. Et il risque d'être mal vu par les autres États du monde. Donc la responsabilité est surtout une responsabilité politique, la responsabilité internationale est surtout une responsabilité politique. Alors, vous allez me dire, monsieur, c'est un peu votre interprétation peut-être. Peut-être que le droit français n'est pas si clairement en train de dire que le droit international est en dessous de la Constitution. Et si, figurez-vous que cette suprématie de la Constitution interne sur le droit international a été rappelée par un nombre important d'arrêts, et notamment par toutes les juridictions suprêmes françaises. C'est le cas d'abord de la juridiction administrative. La juridiction administrative, dans un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée, 3 étoiles, 30 octobre 1998, Saran, Conseil d'État Assemblée, 30 octobre 1998, Saran, nous dit, je cite, ouvrez les guillemets, la suprématie aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions constitutionnelles. La suprématie aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions constitutionnelles. Les choses sont claires. Cette façon d'exprimer les choses a été reprise dans des termes très très proches par la Cour de cassation. Dans un arrêt d'assemblée plénière, là encore la plus grande formation pour bien insister sur cela, Cour de cassation, assemblée plénière, 2 juin 2000, Demoiselle Fraisse, F-R-A-I, 2-S-E. Conseil, Cour de cassation, assemblée plénière, 2 juin 2000, Demoiselle Fraisse. Conseil d'État, Cour de cassation, il restait le Conseil constitutionnel. Eh bien, le Conseil constitutionnel l'a dit aussi, dans sa décision du 19 novembre 2004, décision 19 novembre 2004, numéro 2004-505-DC, 2004-505-DC, traité établissant une constitution pour l'Europe. Donc vous le voyez, l'article 55, interprété par l'ensemble de nos juridictions, nous disent les traités internationaux ont bien une procédure, ratification, publication, contrôle de la réciprocité, et ils rentrent dans notre ordre interne à un endroit, au-dessus des lois, certes, c'est ce que nous dit l'article 55, mais en dessous de la Constitution. Les traités et accords internationaux sont supralégislatifs et infraconstitutionnels. De quelles normes internationales parle-t-on? C'est ce que nous allons voir maintenant. Grand B, les normes internationales en cause. Grand B, les normes internationales en cause. Que nous dit l'article 55? Il nous dit les traités et accords internationaux. Traités et accords internationaux. Le traité doit remplir plusieurs conditions pour être invoqué en droit interne. Il faut d'abord que ce soit des vrais traités. C'est-à-dire que, juridiquement, le droit international les reconnaisse comme des traités. Quand vous ferez du droit international, vous verrez qu'une grande partie du premier semestre de droit international concerne les traités. Qu'est-ce que c'est qu'un traité? Quand est-ce qu'on a véritablement un traité? Eh bien, il faut respecter ce droit international. Il faut que ce soit un vrai traité. Le traité doit aussi être d'effet direct. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le traité doit pouvoir être invoqué par un particulier. Un arrêt du Conseil d'État le précise, un des nombreux arrêts Gisti. Conseil d'État, 11 avril 2012, Conseil d'État, 11 avril 2012, Gisti, G-I-S-T-I. Que nous dit cet arrêt Gisti? Il nous dit que le traité international est invocable lorsqu'il remplit plusieurs conditions. D'abord, il faut regarder l'intention des parties. Les parties, ce sont les États. Ce sont les États qui signent les traités. Eh bien, il faut regarder ce qu'ont voulu les États. Si les États ont voulu que ce traité soit invocable par les particuliers, alors on peut avoir un premier indice qu'il doit être invocable, il est d'effet direct. Deuxièmement, que nous dit la Régistie? Il nous dit on doit aussi regarder le contenu et les termes du traité.
Est-ce que le contenu et les termes du traité sont des stipulations? Vous savez qu'on applique au traité les mots des contrats, on parle de stipulation. On ne dit pas qu'un traité dispose, quelle horreur, on dit qu'un traité stipule. Donc, le traité, on doit regarder ses stipulations, et il est d'effet direct lorsque, dans les stipulations du traité, on va voir ces marques de l'effet direct, ces marques du fait qu'ils peuvent être invoqués par les particuliers. Déjà, nous dit l'arrêt de justice, il ne doit pas avoir pour objet exclusif de régir les relations entre États. D'accord? Voilà. Quand on voit que l'objet du traité, c'est la relation entre États, c'est qu'il n'est pas invocable. Deuxième élément, il ne faut pas que le traité, pour son application, requiert un acte complémentaire pour pouvoir faire effet sur les particuliers. Un traité qui prévoirait « je suis un traité entre États et nous prendrons ensemble un nouveau traité pour pouvoir être invocable » n'est pas invocable. Il faut que tout de suite on voit dans les stipulations que ce traité est fait en partie au moins pour être invoqué par les particuliers. Troisième condition, il faut aussi que ces traités soient assez précis. Précis pourquoi? Précis pour être normatif. Le Conseil d'État utilise d'ailleurs un terme un peu différent, il dit le traité doit être inconditionnel et précis. C'est-à-dire que si le traité ne contient que des grandes déclarations, un particulier ne va pas pouvoir invoquer une grande déclaration. Il faut que le traité lie l'État en disant « l'État fera ça pour ses particuliers ». À ce moment-là, le particulier pourra dire « vous avez signé un traité disant que vous feriez ça pour moi ». Voilà. Donc il faut que ce traité soit précis. Enfin, dernière condition, quatrième condition, il faut qu'il y ait un respect de la réciprocité. C'est ce qu'a confirmé récemment, plus ou moins récemment, un arrêt, aussi 3 étoiles, un arrêt connu du Conseil d'État du 9 juillet 2010, Chériet Ben Seguir. Conseil d'État, 9 juillet 2010, Chériet Ben Seguir. Alors, ces conditions juridiques méritent quelques exemples concrets. Vous le savez, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au départ, n'a pas été faite pour être invocable par les particuliers, par les citoyens européens. Cette charte, un peu comme au départ la déclaration de 1789, qui avait été faite pour guider le législateur, cette charte a été faite pour mettre en avant les valeurs de l'Union. Et les choses étaient très claires quand cette charte a été signée. Elle n'est pas faite pour être invocable, pour être d'effet direct, pour être invocable par les particuliers. Mais le traité de Lisbonne, lui, a volontairement rendu invocable par les particuliers la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et c'est ce qu'a dit l'arrêt du Conseil d'État du 5 janvier 2005, Mademoiselle Desprez, D-E-P-R-E-Z. Il s'agit là d'un très bon exemple de modification du statut international de la Charte qui va modifier son appréciation en droit interne. En revanche, il y a une chose que vous devez bien avoir en tête, si les traités peuvent rentrer dans l'ordre interne à la place qu'on a dite, dans les conditions qu'on a dites, ça n'est pas du tout le cas de la coutume internationale. Or, quand vous ferez du droit international, vous verrez que la coutume internationale est une des sources majeures du droit international. Même si le droit international essaye de codifier sa coutume, il y a énormément de règles du droit international qui sont des règles coutumières. Eh bien, figurez-vous que le Conseil d'État s'est refusé à considérer qu'une coutume pouvait rentrer. L'article 55 parle des traités et accords, pas des coutumes. Mais le Conseil d'État aurait pu interpréter traités et accords comme voulant dire tout le droit international. Eh bien non. Notamment, un grand arrêt, 3 étoiles, un arrêt du Conseil d'État d'Assemblée, du 6 juin 1997, Aquaron, A-Q-U-A-R-O-N-E, Conseil d'État, Assemblée, 6 juin 1997, Aquaron, A-Q-U-A-R-O-N-E. Eh bien, dans cet arrêt, le Conseil d'État confirme, dit expressément que la coutume internationale ne fait pas partie du droit international qui rentre dans le droit interne. Seuls les traités et accords le font. On peut appliquer le même raisonnement au PGD du DIP. PGD du DIP, on applique le même raisonnement aux principes généraux du droit international public. Le droit international public a des principes généraux du droit qui sont reconnus, notamment par des juridictions internationales. Eh bien,
Le Conseil d'État, de la même manière, 3 ans après l'arrêt Aquaron, a confirmé que les principes généraux du droit international ne faisaient pas partie des normes internationales qui rentraient dans le droit interne. Un arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2000, Paulin, P-A-U-L-I-N, 28 juillet 2000, Paulin, P-A-U-L-I-N. Malgré tout, les traités rentrent avec parfois un contrôle dont il faut que je vous parle. Paragraphe 3e, le contrôle a priori des traités par le Conseil constitutionnel. Grand A, le contrôle de l'article 54 de la Constitution. L'article 54 de notre Constitution, vous ne l'avez vraisemblablement pas encore abordé. Eh bien, cet article prévoit que les autorités habituellement compétentes pour saisir le Conseil constitutionnel peuvent, si elles le souhaitent, saisir aussi ce même Conseil afin de vérifier la conformité des engagements internationaux à la Constitution. C'est un cas un peu particulier. Ça veut dire que lorsque un traité a été signé, soit le président de la République, soit le Premier ministre, soit le président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat, plus 60 députés ou 60 sénateurs, peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour demander à celui-ci si le traité qu'il est contraire ou conforme à la Constitution. Cela va garantir qu'un traité ne peut être ratifié que dans certaines conditions fixées par le Conseil constitutionnel. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, que se passera-t-il? A. Vous vous rendez compte que lorsque une loi est anticonstitutionnelle, si le Conseil constitutionnel dit la loi est anticonstitutionnelle et qu'on veut faire passer la loi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va modifier la loi de manière à ce qu'elle corresponde à la constitutionnalité. Si un traité est contraire à la Constitution et que le Conseil constitutionnel dit le traité est contraire à la Constitution, le problème c'est qu'on a déjà signé le traité. Et qu'on ne peut pas donc dire ah, je vais aller le renégocier à la suite de ce que m'a dit le Conseil constitutionnel. Disons que ce n'est pas complètement impensable, mais que ça n'est pas comme ça que ça va se passer. En réalité, si on doit ratifier un traité que l'on a signé, mais que ce traité est contraire à la Constitution, il n'y a qu'une seule solution. Modifier la Constitution. Que va contrôler le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel va contrôler deux choses. D'abord, il va contrôler que les dispositions du traité ne sont pas contraires à des dispositions de la Constitution. Il va contrôler de texte à texte. Ensuite, il va contrôler autre chose d'un peu plus subtil. Il va vérifier que le traité signé ne, je le cite, porte pas atteinte aux conditions de la souveraineté nationale. Ne porte pas atteinte aux conditions de la souveraineté nationale. Le plus souvent, et notamment c'est arrivé plusieurs fois avec le droit de l'Union européenne, lorsqu'un traité est contraire à la Constitution, si on veut ratifier ce traité, eh bien, on va changer la Constitution. C'est ce qui s'est passé pour la ratification du traité de Maastricht en 1992. Que s'est-il passé en 1992? On a créé des nouveaux articles dans la Constitution, notamment les articles 88.1 à 88.5, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel numéro 92-308 DC du 9 avril 92, Maastricht 1. Décision 92-308 DC du 9 avril 92, Maastricht 1. Notamment, dans cette décision, le Conseil constitutionnel considérait que la mise en place prévue de l'euro portait atteinte à la souveraineté nationale de la France, la souveraineté monétaire. Et donc, les articles 88.1 à 5 ont notamment eu pour effet de modifier la Constitution de manière à accepter que l'euro soit mis en place, comme c'est le cas aujourd'hui. L'autre modification a eu lieu avec le traité portant Constitution pour l'Europe. Et le Conseil constitutionnel a rendu une décision numéro 2004-505 DC du 19 novembre 2004, traité portant Constitution pour l'Europe que j'ai déjà cité. Décision 2004-505 DC du 19 novembre 2004, traité portant Constitution pour l'Europe. On a donc, dans ce cas-là, voté une loi constitutionnelle permettant de modifier la Constitution. Mais vous savez quoi? Cette loi constitutionnelle n'est jamais rentrée en vigueur. Une loi modifiant la Constitution a été votée, mais elle n'est pas rentrée en vigueur. Pourquoi? Parce que les Français ont voté
non au traité portant Constitution pour l'Europe, et donc cette modification constitutionnelle ne s'est pas faite. Pour ce qui est du TFUE, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel a aussi vérifié la constitutionnalité de ce traité dans une décision numéro 2007-560-DC du 20 décembre 2007, qui a, là encore, conduit à une modification constitutionnelle, celle du 4 février 2008, qui a notamment remodifié les articles 88, 1 et suivants de la Constitution. Alors, vous voyez, ce contrôle existe par le Conseil constitutionnel. Il comprend cependant des lacunes. Grand B, les lacunes du contrôle de l'article 54 de la Constitution. Grand B, les lacunes du contrôle de l'article 54 de la Constitution. Ces lacunes sont de deux ordres. D'abord, vous le remarquez, c'est qu'un contrôle a priori. Contrôle a priori, cela veut dire qu'il y a une des conditions des traités de l'article 55 qui ne peut pas être vérifiée par le Conseil constitutionnel. C'est le contrôle de la réciprocité. Puisqu'on contrôle l'entrée dans notre ordre juridique du traité avant qu'il soit appliqué, on ne peut pas contrôler qu'il est bien respecté par la partie avec laquelle on a signé. Donc ce contrôle, il est lacunaire, il ne peut pas contrôler toutes les conditions de l'article 55. Deuxième lacune de ce contrôle porte sur la seule conformité des traités à la Constitution. Et vous remarquez, cela veut dire que cela ne permet pas de contrôler toutes les lois par rapport au traité. Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les lois par rapport au traité. Son rôle, c'est de contrôler uniquement le traité par rapport à la Constitution, mais pas les lois par rapport au traité. Le Conseil constitutionnel a fait une interprétation stricte de l'article 54. Il a dit, au fond, la Constitution me disant que je ne peux juger que des traités par rapport à la Constitution, si vous me demandez de juger d'une loi par rapport à un traité, eh bien, je vais vous répondre que je n'en suis pas habilité par la Constitution. Cette situation a été validée par le Conseil constitutionnel qui a refusé de contrôler les lois par rapport au traité. Eh bien, cette décision est à l'origine de toute la complexité qui va suivre dans le cours de tous les niveaux 7, 8, 9, 10 de difficulté dont je vous parlais. La décision fondatrice, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est la décision du 15 janvier 1975, IVG, la décision du Conseil constitutionnel sur l'interruption volontaire de grossesse, la décision du 15 janvier 1975, IVG. Dans cette décision, le Conseil a clairement refusé d'examiner la compatibilité de la loi IVG à la CEDH. La Convention européenne des droits de l'homme, vous le savez, protège le droit à la vie. Et donc, habilement, les requérants contre l'IVG, ceux qui ont saisi le Conseil constitutionnel, ont dit « Attention, on ne peut pas prendre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse puisque on a signé la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît le droit à la vie. » Le Conseil constitutionnel a dit « Je vais accepter de contrôler la loi par rapport au préambule de 46. » Et dans le préambule de 46, il y a le droit à la santé dans la lignée 11. Et il a dit « Non, je ne reconnais pas que l'IVG est une atteinte au droit à la santé. » Et il a dit « Les requérants me demandent de contrôler cette loi par rapport à la CEDH. » Eh bien moi, je ne vois pas dans l'article 54 ma possibilité pour moi de contrôler une loi par rapport à un traité. Je n'ai pas ce pouvoir. Et donc, je me refuse, parce que ni dans l'article 54, ni dans l'article 51, j'ai le pouvoir de contrôler la loi par rapport au traité. Donc je me refuse ce contrôle par rapport à la CEDH. Il s'en est lavé les mains en disant « c'est pas mon boulot ». Donc, la question qui va se poser à nous, et qui va guider tout le reste de ce cours, c'est comment fait-on pour contrôler une loi par rapport à un traité? Vous voyez, on vient de voir qu'il y avait la Constitution, les traités, et ensuite la loi. Le traité est donc au-dessus de la loi. Il faut bien quelqu'un pour contrôler la loi par rapport au traité. C'est ce que nous verrons